Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur, pour l'émission We Move J, où j'ai le plaisir, en compagnie de Bénédicte Dairel. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Tu vas bien, les vacances? Je vais très bien. Et les vacances sont déjà très loin. C'est déjà très loin. Nous sommes rentrés et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui le cofondateur de Biomodex. C'est bien comme ça qu'on dit. Exactement. Siddharth Raju. Bonjour Siddharth. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Les vacances? Pas de vacances cette année, C'est peut-être l'année normal. prochaine. C'est normal, jeune entrepreneur. On part pas en vacances quand on crée des boîtes. Et non, on n'a pas le temps. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà. D'ici 4-5 ans, tu pourras partir une petite semaine, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, faut engranger du chiffre. Alors, raconte-nous un petit peu ce qu'est Biomodex. Alors, Biomodex, on est une start-up dans le domaine de la simulation chirurgicale. Oh, c'est compliqué là. Ça a l'air compliqué, on va repartir un peu en arrière. Alors, très rapidement pour expliquer le problème, le besoin. Aujourd'hui, est-ce que vous savez comment les chirurgiens français sont formés à faire des opérations? Je ne sais pas, mais en tout cas, paraît-il qu'ils sont très bien formés. Ils sont très bien formés. La problématique, c'est qu'ils sont formés directement sur le patient. Oui. Donc, ah ouais, cool. c'est-à-dire que voilà, quand vous avez une opération, vous allez au bloc opératoire, vous avez un professeur de chirurgie ou un docteur qui va vous opérer, il va être assisté par l'interne. Donc l'interne va bien sûr intervenir directement sur le patient et faire des gestes. Et il y a bien sûr ce qu'on appelle dans le métier une courbe d'apprentissage. Voilà. Courbe d'apprentissage qui induit bien sûr des erreurs, bien sûr des... Et il paraît qu'on apprend avec les erreurs. On apprend justement, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, non? Exactement. Sauf que, remarque, ça peut être dangereux, hein, même dans l'entrepreneuriat. Mais sur un patient, ça ne doit pas être ça. C'est encore plus dangereux. Oui. Donc une grosse problématique de risque, de temps et de santé sociale. Donc en France, il n'y a pas autant d'accidents que ça, quand même. Alors, pour rassure-nous. Oui, parce que là... Malheureusement, je ne vais pas vous rassurer. C'est bien pour ça qu'on se lève tous les matins pour travailler chez Biomodex. Aux États-Unis, c'est le troisième tueur. Aux États-Unis, donc c'est en fait 1000 milliards de dollars de coûts pour la société américaine de façon générale. Donc que ça soit en fait des opérations ratées ou les complications qui se suivent donc d'opérations en fait non réussi, quoi. Oui. Donc c'est un problème qui a été soulevé par la Haute Autorité de Santé. Donc en 2012, la Haute Autorité de Santé a déclaré plus jamais la première fois sur un patient. Alors Siddharth, c'est une société de produits, oui, et non pas de services. Ce sont des simulateurs. Exactement. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est au lieu de s'entraîner sur un patient, on va proposer donc aux chirurgiens de s'entraîner sur le fantôme de ce patient. En fait, qui Super. Est exactement ce patient, d'accord, mais qui est en impression 3D. Donc, c'est-à-dire qu'il est en plastique, mais il réagit donc avec du plastique multimatériaux, donc différents types de plastique qui sont combinés dans un même volume pour recréer, par exemple, une oreille, par exemple, pour poser un implant cochléaire, ou pour reproduire, par exemple, un rein. Oui. Et donc, le chirurgien va pouvoir s'entraîner sur le fantôme de son patient qui est créé en fait à partir de l'imagerie médicale. Donc, c'est vraiment, on part du scanner, donc de l'imagerie médicale du patient, et on refait un modèle physique qui réagit exactement comme le vrai organe. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de s'entraîner directement sur le patient. Il y a aussi d'autres alternatives dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est le cadavre, bien sûr. Aujourd'hui, les chirurgiens sont formés énormément sur le cadavre. Le problème des cadavres, c'est qu'ils n'ont pas de pathologie. Ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, ils n'ont pas de pathologie, ils sont tous vieux. Et ils ne réagissent pas. Et ils ne réagissent pas, et surtout qu'ils n'ont pas de pathologie. Donc, je voulais juste donner une petite anecdote comme ça. On fait un projet sur les fractures du poignet, qui est la deuxième opération la plus réalisée au monde, donc la première étant la cataracte. Donc, c'est un cours qui est donné à l'IRCAD, qui est un très grand centre de simulation à Strasbourg. Et donc, le professeur avec lequel on travaille nous explique en fait, comment il fait pour ses cours. Il reçoit des poignées de cadavres des États-Unis, parce qu'il y a une seule entreprise au monde qui est possible. Que des poignées. Que des poignées. Super. Si vous voulez 30 poignées demain, il y a une seule entreprise qui est capable de faire ça, c'est une entreprise américaine. C'est pas très... Il est 9h du matin, c'est pas forcément très sexy. Je suis désolé. Mais donc, il reçoit ces 30 poignées de cadavres des États-Unis et ensuite, il donne des cours sur des fractures du radius. Donc, c'est-à-dire des enfants qui vont tomber en skateboard. Donc, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, sauf que ces poignées de cadavres ne sont pas cassées. Et donc, derrière, ces internes cassent les poignées de cadavres avec des marteaux. Le problème, c'est que, comme il dit, quand je donne un poignet de cadavre à mon apprenant, c'est un peu un Kinder Surprise. On ne sait pas comment il est cassé, et parfois il est mal cassé. Donc, alors, Siddharth, c'est quoi la solution de Biomodex ? La solution de Biomodex, en fait, c'est de
partir de l'imagerie médicale, donc créer, donc, par exemple, un simulateur de poignet. Donc, ça va être vraiment un poignet que vous allez avoir à la place du cadavre. Et donc, vous allez vous entraîner sur une maquette en plastique au lieu de vous entraîner sur le cadavre. Donc, le centre n'a plus de coûts de gestion, plus de coûts de logistique et plus besoin, en fait, d'avoir des coûts humains pour gérer, décongeler les cadavres et les recongeler. Et le poignet est fabriqué en 3D en combien de temps ? Il est fabriqué en 2 heures. En 2 heures, voilà, d'accord. Un poignet. Et il y a un coût important de fabrication de ce poignet, par exemple ? Alors, il y a un coût important, la technologie d'impression 3D est très chère, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas énormément de boîtes qui font ça. Nous, notre positionnement, c'est vraiment... Ça tant mieux, au moins, pour le marché. Bon, ça se discute, mais de façon générale, nous, justement, on va vraiment optimiser le coût donc en imprimant seulement la zone d'intérêt chirurgicale, donc en 3D, donc qui est une technologie très chère, et autour, proposer un environnement de simulation. Donc, nous, on va toujours se positionner par rapport au cadavre en termes de prix. Donc, on ne pourra pas vendre notre simulateur plus cher que le cadavre. Oui, non. Mais je ne savais pas que les cadavres avaient un prix en réalité. Exact. Par exemple, combien coûte une pièce de cadavre en France, vous pensez ? Valérie, Bénédicte. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. D'accord. 200 000 euros ? Bon, c'est un peu cher. 10 000 euros. 10 000 euros quand même. Le corps humain a moins de valeur que vous. Mais étant donné le nombre d'étudiants, il en faut du cadavre. Il en faut, oui, pour les former. C'est une très belle phrase. Ouais. Non, il en faut. Alors, cette société Biomodex a été créée début 2015. Exactement. Voilà, donc c'est assez récent. C'est une société anonyme, on va prendre les questions un petit peu détails techniques. C'est une SA, vous êtes 2 associés. C'est exactement. Si mes souvenirs sont bons. Oui. Il y a déjà les salariés ? Il y a déjà 3 salariés, oui. Et on a 2 apprentis qui sont avec nous. C'est bien de fonctionner avec l'apprentissage. Exactement. Donc 3 salariés, 2 cofondateurs, donc 2 associés, et 2 apprentis. Là, ça fait quelques mois. Est-ce qu'il y a déjà du chiffre d'affaires ? Il y a déjà du chiffre d'affaires. Donc, on a fait notre premier congrès, notamment donc en juin 2015. Donc, c'était très récent. Absolument, juste avant les congés. Exactement. Et on a eu la chance de gagner un appel à projet pédagogie innovante donc de la Sorbonne qui nous permet en fait de développer des maquettes donc en pédiatrie. Oui. Donc en pédiatrie, il y a un gros problème parce qu'il n'y a pas de cadavre d'enfant et encore heureux. Oui. Donc on développe en fait une maquette donc, de 2 pathologies pédiatriques, donc notamment une pathologie du rein qui s'appelle l'hydronéphrose. Je vous épargne les détails. Mais l'objectif, c'est que demain, tous les chirurgiens français pourraient être certifiés et pour être labellisés chirurgiens sur un type de geste en chirurgie viscérale, ils devront s'entraîner sur une maquette Biomodex. Donc la maquette Biomodex sera certifiante. D'accord. Donc on a eu la chance d'avoir gagné. Bravo. Merci beaucoup, on en est très fiers. Et donc on développe ça avec donc, beaucoup d'hôpitaux, notamment le professeur à la ergonomie de l'hôpital Robert Debré, mais aussi des personnes de l'hôpital Necker, bien sûr, en pédiatrie. Et aussi Limoges, Nice, plusieurs hôpitaux français pour vraiment avoir un impact national sur ce projet-là. Une question. Oui, est-ce que je pourrais savoir comment t'es venue cette idée-là ? Parce que tu es ingénieur Bien au sûr. départ, donc pas du milieu médical, Bien sûr. pas du milieu chirurgical, à moins que comme moi, tu es un père chirurgien. J'ai beaucoup de cousins chirurgiens, mais c'est venu de mes études aussi. En fait, c'était vraiment une coïncidence parce que moi-même et mon associé, on a fait notre mémoire de fin d'études sur le même domaine, à savoir l'impression 3D et les applications pour la santé. Donc moi, je travaillais, en fait, moi je suis ingénieur en mécanique, mais je travaillais aussi sur l'imagerie médicale, dans mon école, à l'école centrale, notamment avec un professeur là-bas qui est très réputé dans le domaine de l'imagerie médicale, qui s'appelle le professeur Nikos Paradios, qui est vraiment un pont dans le domaine de l'analyse d'images et de l'imagerie médicale. Et donc, en évoluant dans cet écosystème, je m'étais intéressé à tout ce qui était imagerie médicale et comment on pouvait l'utiliser pour la santé. Et en fait, ce besoin avait été identifié en fait de remplacer le cadavre. En fait, notamment en échangeant avec le professeur professeur Paradios, qui travaille avec beaucoup d'hôpitaux. Et donc, en parallèle, j'ai rencontré mon associé qui faisait son mémoire à l'ESSEC sur justement le même thème. Qui s'appelle Thomas Marchand. Thomas Marchand. Qu'on salue, qui est président de la société. Et on s'est rencontrés et donc ça a tout de suite fité parce qu'on travaille sur le même domaine. Donc moi, plus du côté technique, comment analyser les images et quelles sont les limites pour reproduire de façon intéressante un corps qui soit imprimable en 3D et qui réagisse comme le corps humain, parce que c'est pas facile, les formes organiques. Bien sûr. C'est les formes les plus complexes qui soient. Et donc Thomas, sur les opportunités commerciales de... business développement. Exactement.
Vas-y. Excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Est-ce que autour de toi, il y a des professeurs en médecine qui t'accompagnent, qui t'aident, qui te guident pour te donner en fait pour que ton offre réponde à leurs demandes, Bien sûr. tout simplement. On va peut-être revenir rapidement sur notre business model, parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé donc pendant 1 an et demi pour savoir, parce qu'il y a dans la santé, il y a toujours beaucoup d'intérêt, mais c'est très difficile de se positionner en termes de business model. Une de nos premières questions, c'était de savoir si on allait vendre aux hôpitaux. Donc aujourd'hui, on ne vend pas aux hôpitaux directement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un très grand besoin donc chez les industriels, donc de ce qu'on appelle la medtech. Donc c'est tous les industriels qui font des implants, des plaques, des prothèses. Eux, une grosse problématique pour former leurs chirurgiens à poser leurs prothèses sur des cas de pathologie. Oui. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des workshops donc, sur cadavres. En fait, c'est eux qui poussent vraiment la formation pour les chirurgiens. Parce que c'est assez simple. Un chirurgien va s'entraîner, par exemple, avec une fraise Medtronic pour poser un implant cochléaire. Il va acheter la même chose dans son CHU. Et si un autre industriel vient le voir et lui dit « Est-ce que vous pouvez poser mon implant ?» Ah non, ça, je n'ai pas appris. Donc, le chirurgien est véritablement le prescripteur. Exactement. D'accord. Et donc, pour eux, les workshops, c'est vraiment un élément de go-to-market pour vendre leurs produits. Et donc, aujourd'hui, nous, on propose aux industriels des medtech, donc sur plusieurs niches de chirurgie, d'acheter en fait nos simulateurs qu'on développe spécifiquement pour eux. Donc, on développe toujours un simulateur sur une pathologie, donc pour réduire une pathologie avec la prothèse d'un industriel. D'accord. Donc, typiquement, mettre un implant cochléaire dans l'oreille, c'est un exemple. Et donc, le business model consiste à vendre à l'industriel. Donc, pour répondre à votre question, quand on développe une maquette, donc on travaille toujours avec l'industriel qui a une problématique industrielle pour former ses chirurgiens. Et ensuite, on va travailler vraiment avec le collège de chirurgie. En fait, c'est toujours organisé par le collège. Donc, par exemple, le collège de chirurgie ORL, le collège de chirurgie pédiatrique, et on va aller voir le secrétaire général du collège, qui est généralement un professeur d'université, donc dans un CHU, et on va développer le modèle vraiment avec lui. Donc on travaille main dans la main avec lui, avec le professeur de chirurgie et le radiologue. Donc on a un process qui nous permet, on va notamment plusieurs fois au bloc opératoire pour voir comment est-ce que les chirurgiens font les gestes, et en fait les données patients sont choisies par le professeur. Donc il faut combien de temps pour développer un simulateur ? Aujourd'hui, on est à 3 mois entre le premier rendez-vous avec le professeur de chirurgie et le modèle validé. Donc c'est un délai sur lequel on s'engage pour développer un simulateur. D'accord. Est-ce que le Biomodex a le statut de GEI ? Oui. D'accord. Et donc là, les 3 salariés sont tous des ingénieurs ? Non, du tout. Non ? Non, il faut quand même faire autre chose dans l'entreprise que pour vendre. Exactement. Ouais. Alors, notre première embauche stratégique était Pierre-Benoît Pierlot, qui est un brillant designer de l'ENSI. Oui. Parce qu'on a une grosse problématique de design. L'ENSI des ateliers. Exactement. Une grosse problématique pour réduire en fait la zone d'intérêt qu'on va imprimer en 3D, parce que le prix va en découler. Et aussi sur l'expérience de simulation, parce qu'on utilise des organes en plastique et on ne va pas reproduire entièrement le corps humain. Donc, comment simuler autour un environnement dans lequel le chirurgien se sente comme au bloc opératoire. Avec tout un travail d'ergonomie, j'imagine. De travail d'ergonomie. Donc, c'est toujours Pierre-Benoît qui va au bloc, qui communique énormément avec les chirurgiens, qui analyse leurs gestes pour proposer la meilleure expérience de simulation, parce qu'on est vraiment dans la simulation chirurgicale. Notre deuxième embauche stratégique était Jean Hennequin, qui est le CFO de l'entreprise, qui s'occupe de toute la finance, qui travaille sur la levée de fonds, qui travaille sur la réponse à des appels à projets, etc. Et notre troisième embauche stratégique, qui vient de nous rejoindre, Armand Deluy, qui est un ingénieur des arts et métiers, qui va vraiment s'occuper de toute la production. Et de la scalabilité de notre process. Parce qu'aujourd'hui, notre offre de valeur, c'est vraiment de proposer une plateforme technologique qui nous permet d'être scalable pour créer des différents simulateurs. Exactement. D'accord. Oui, parce que c'est une offre personnalisée. Exactement. À propos de levée de fonds, vous avez démarré comment ? Vous en êtes où ? C'est confidentiel. On est en discussion avec plusieurs interlocuteurs, mais ça devrait se faire. En fait, on n'est pas pressé. On a de l'argent. On est bien en termes de subventions. On a été beaucoup aidé par l'État, heureusement, avec tous les leviers qui ont été mis en France aujourd'hui. On se retrouve quand même avec beaucoup d'aide pour des entreprises qui veulent démarrer. Oui. Et c'est chose qu'il n'y avait pas forcément il y a 6 ans. J'ai l'habitude de dire que la France est l'un des pays où, si ce n'est le pays où on accompagne le plus la création d'entreprises. Et c'est ce que tu prouves également. Comment ça se répartit les rôles entre ton job à toi, ton associé ?
C'est assez simple. Mon associé est vraiment sur tout ce qui est identification d'opportunités commerciales, identification de besoins, en fait, pour entraîner des chirurgiens sur une pathologie. Et moi, je suis sur tout ce qui est développement produit. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a encore 4 mois, on n'était que 2 personnes. Donc, aujourd'hui, on est vraiment en train de se structurer, d'identifier les embauches clés. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est le bureau d'études, donc le développement du simulateur. Oui. Donc, dès que le besoin est identifié par mon associé, le besoin commercial, moi, je rentre en contact avec le chirurgien et je déroule en fait. C'est un peu le bureau des méthodes. Exactement. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis chef de projet, mais sur plusieurs projets, mais bien sûr, demain, ça sera plus structuré, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi là l'enjeu pour Biomedex? Il y a la levée de fonds, bien sûr, sur lequel on va rester assez évasif. Mais l'enjeu majeur, c'est quoi? C'est de pouvoir convaincre davantage les chirurgiens, de pouvoir développer davantage les produits. L'enjeu majeur, c'est exactement la deuxième chose que vous voulez dire. Les chirurgiens sont entièrement convaincus. On est très contents. On était justement sur notre premier congrès où il y avait des chirurgiens du monde entier, donc très spécialisés. Oui. Plus de 50 pays, des chirurgiens de plus de 50 pays, en fait, qui sont entraînés sur nos modèles. Et c'est venu comment ce grand colloque que tu as pu faire avec ton associé? Ce grand colloque était venu parce qu'on l'avait identifié déjà, parce que c'est quand même un marché de niche. Donc, pour présenter nos simulateurs, on sait sur quel colloque il faut être présent. Et on a eu vraiment la chance parce que le directeur du congrès nous a proposé de faire un workshop et à communiquer dessus. Donc, c'est-à-dire que les chirurgiens pouvaient venir s'entraîner à faire une opération pendant le colloque. Donc, c'est toujours assez... Ça change un peu des routinières conférences. Donc, ça a eu pas mal de succès, surtout qu'on était placé juste à côté du buffet. Donc, ça fait venir du monde. Ça fait venir du monde. Quand ils mangent le sandwich, ils sont en train de regarder en même temps ce qui se passe à côté. Exactement. D'accord. Et par rapport donc à l'enjeu, c'est le développement des simulateurs? Exactement. L'enjeu, c'est vraiment le développement de simulateurs parce qu'il faut qu'on ait une offre complète pour pouvoir... convaincre des gros industriels de venir travailler vraiment avec nous parce qu'ils généralement ils vont adresser plusieurs niches de chirurgie et donc il faut avoir une gamme complète pour qu'ils puissent se projeter à long terme avec nous comme solution viable, alternative au cadavre. Oui, parce que c'est quelque chose qui me turlupine depuis tout à l'heure. Oui, les chirurgiens sont convaincus, mais c'est pas vos acheteurs. Exactement. Ce ne sont pas vos acheteurs. Donc, tout ce qui est biotech, vous les convainquez comment? Comment vous les repérez? Bien sûr. Alors, question intéressante. En fait, les industriels ont leur key opinion leader, leur leader d'opinion. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a énormément travaillé avec les chirurgiens, avec les meilleurs chirurgiens, avec les professeurs de chirurgie qui sont investis dans la formation. Donc, on a un peu travaillé vraiment en tunnel pendant 1 an pour développer le modèle avec le professeur Bruno Frachet à Paris et le professeur Thierry Van den Abele de Robert Debré. Et donc, aujourd'hui, on a un modèle convaincant. Et donc, les Key Opinion Leaders, maintenant, on va convaincre les Key Opinion Leaders, donc, qui sont aussi des chirurgiens des entreprises. Donc, on a fait plusieurs visites déjà pour convaincre des Key Opinion Leaders, donc, qui ont fraisé le modèle sur le congrès, qui sont entraînés sur le modèle. Et en fait, dès qu'ils sont convaincus, et c'est le cas, derrière, il y a un acte d'achat de l'industriel parce que en fait, l'acte de validation se fait par ce Key Opinion Leader. Et donc ensuite, on organise directement nos cours. On organise directement nos cours avec l'industriel. Avec l'industriel. D'accord. C'est un milieu un peu fermé quand même, ce milieu de la chirurgie, de grande pointure. Quelle est leur approche quand ils voient 2 jeunes entrepreneurs, certes hautement diplômés, puisque je crois que tu as fait Centrale. Exactement. Voilà. C'est quoi leur réaction vis-à-vis de 2 jeunes qui ont 25 ans c'est mes fiches quand on a préparé l'émission. Mon associé un peu plus âgé, il a 32 ans. Mais il va être content. Vieux. Non, il sera content quand on lui dise qu'il a 25 ans. Ça aussi. La réaction, en fait, justement, c'est beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un milieu peut-être, justement, comme vous dites, parce qu'il est très fermé, peut-être un peu figé aussi. Oui. Et donc, qui manque d'activité. Et il y a, typiquement, la simulation chirurgicale, c'est un besoin qui a été clairement identifié chez ces industriels. Et donc, ils nous disent toujours, en fait, il manque des acteurs comme vous, donc qui sont réactifs. D'accord, mais ils pourraient avoir un peu plus d'assurance avec quelqu'un qui aurait 40 ou 45 ans, non ? En fait, pas forcément aujourd'hui, la technologie...
Donc surtout les technologies comme l'impression 3D, ça rassure un peu aussi les entreprises de voir qu'elles sont maîtrisées par des entre guillemets des jeunes, si je puis me permettre de dire que je suis jeune. Ingénieur. Des jeunes, à voilà. 25-26 ans, on peut dire que tu es jeune. Ok, d'accord. Des jeunes ingénieurs parce qu'on est vraiment né dans ce moule et on maîtrise ces technologies-là. Surtout, de notre formation, la crédibilité est là sur la maîtrise donc, des outils. Ensuite, comme il y a un besoin pour ces outils, qu'ils ont besoin d'alternatives aux cadavres, comme on vient avec un produit en main et qu'on a déjà développé des modèles et montré qu'on est capable de faire des choses et que la réponse l'enthousiasme des chirurgiens leaders d'opinion qui testent nos modèles est là. D'accord. Et quand tu dis que pour l'instant la levée de fonds, c'est pas pour tout de suite maintenant, mais ça va venir à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, il y a encore suffisamment de financement. C'est les aides financières que tu as obtenues c'est pour nos auditeurs, par quel type de voie? Donc, c'est des aides financières classiques. Par exemple, on est incubé à Agoranov. Oui. Donc, par exemple, grâce à Agoranov, on a eu accès au Paris Innovation Amorçage. Absolument. On a eu aussi, en étant à Centrale à l'époque, parce qu'on était à l'origine, on était à l'incubateur de Centrale pendant un an. On a eu beaucoup d'initiatives qui se sont développées récemment, notamment le PEPS Saclay. Oui, absolument. Donc on a gagné un appel à projet qui nous a permis de faire du prototypage. Ensuite, aujourd'hui, on est en lice. Ça va bientôt ça va se confirmer, mais pour Scientifol Initiative, qui est aussi une très très belle initiative. Et le MoveJ notamment, bien sûr. Oui, absolument. On fait partie. Donc aujourd'hui, je pense, moi je suis content de le dire ici, qu'il y a beaucoup d'outils pour aider les entrepreneurs. Et on a quand même des outils pour se lancer. Ensuite, il y a bien sûr les problématiques pour passer à l'étape d'après. Mais déjà, pour le lancement, il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui qui aident les entrepreneurs. En un an, accomplir vraiment beaucoup de choses. Et ce qu'ils nous disent, vraiment, waouh, en un an, vous avez vraiment sorti des choses. Sorti des choses. Oui, qui dit levée de fonds dit besoin d'investissement. Quels sont vos premiers besoins essentiels pour pouvoir démarrer vite et répondre à la demande qui apparemment est là? Est forte. Alors, il y a deux besoins. Le besoin, c'est l'embauche d'ingénieurs et de techniciens Pour CAO pour développer des produits. D'accord. Et le deuxième besoin, c'est ouvrir notre antenne à Boston, parce qu'aujourd'hui, le marché de la stimulation chirurgicale, tous nos clients, en fait, sont américains et c'est les filiales européennes de ces entreprises américaines qu'on adresse, donc qui sont généralement en Suisse ou en Allemagne ou à la frontière française, voilà, au niveau de l'Alsace, quoi. Donc aujourd'hui, on veut ouvrir très vite notre bureau à Boston pour être présent sur le marché américain. Donc deux besoins, c'est augmenter le bureau d'études d'ingénieurs à Paris, parce qu'on va garder bien sûr la R&D à Paris. Ça, c'est bien. Créer de l'emploi en France. Et en même temps, les avantages en France pour les entreprises innovantes sont assez fondamentaux. Et en plus, Paris est une très belle ville. Et voilà. En plus. Et ouvrir notre bureau à Boston donc, dès 2016 pour commencer les premiers contacts. Parce que c'est en fait l'attraction du marché et ce qui nous fera passer d'une petite entreprise, d'une TPE à... Une entreprise de taille plus importante. Voilà. Tu estimes ton marché, le marché de Biomodex à quel chiffre? Aujourd'hui, le marché de la simulation chirurgicale est au jour d'aujourd'hui à 800 millions d'euros. Oui. Donc dans le monde. Ce qui est petit encore. Ce qui est très petit. Oui. Donc d'après les projections, donc on est dans 5 ans. C'est vraiment un modèle qui explose aujourd'hui. Ce que vous disiez, la simulation, les workshops pour les industriels. Le marché est estimé à 3 milliards d'euros donc d'ici 2020. Il y a des concurrents? Il y a des concurrents. Alors en France, il y a des concurrents. Notamment, il y a un concurrent à Paris qui s'appelle Visua 3D qui fait en fait des mandibules et qui fait pareil des fantômes pour la chirurgie maxillofaciale qui permet... Et il va falloir trouver d'autres mots pour que ce soit un petit peu plus glamour quand même. Hein. C'est vrai. Fantôme, cadavre, super. Casper. Oui, Casper. Des Casper, voilà, des Casper. Bonne idée. Donc en fait, le fait qu'il y ait d'autres entreprises c'est aussi encourageant parce que ça montre qu'il y a un vrai besoin en fait dans ce secteur et le marché est tellement énorme et les besoins en fait dans les différentes industries sont tellement marqués que je pense qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont se développer ce secteur et tant mieux si elles sont françaises, s'il y en a beaucoup qui sont françaises. D'accord. Il y a une chose, juste, tu parlais de Boston tout à l'heure, autant en France on comprend votre réseau, la connaissance au niveau national, peut-être aussi européenne parce que tout est imbriqué les uns dans les autres, mais à Boston, comment vous allez créer votre équipe, comment vous allez recruter, sur quelle base, avec quelle connexion, comment vous allez gérer de France une équipe à Boston Bien sûr.
Vous avez déjà envisagé tout ça? C'est une très bonne question. Alors, l'idée, c'est Merci. que... Ouais, c'est gentil, vous posez des questions bien, vraiment mais- toujours très pertinentes. L'idée, c'est que en fait, l'équipe Sales parte à Boston à partir de 2016. Donc le CEO Thomas et notamment le CFO partent donc à Boston. Donc, l'équipe sera à Boston. Et ensuite, on a la chance aussi, encore une initiative française, on va être accompagné par le French Tech Hub, qui permet aux entreprises donc, de s'implanter donc, à Boston avec des bureaux à Boston. Et donc, voilà, l'idée, ça sera vraiment cette première année de 2016 nous permettra aussi d'apprendre le marché, d'apprendre les marchés. Il y a aussi la problématique d'embaucher le sales guy local qui va être un grand défi pour qu'on connaisse la façon de vendre américaine, la façon de s'implanter dans ce marché-là. Et on a la chance, en fait, dans ce nouvel écosystème entrepreneurial, notamment à l'école centrale, d'avoir des entreprises qui ont fait la même chose, notamment, je pense à des amis de promo, pas de promo, mais qui sont des seniors qui ont monté une entreprise. Des antérieurs, donc sur lesquels on peut s'appuyer, notamment une entreprise qui s'appelle Streamroot, qui fait du streaming de vidéos. Et qui est partie, donc qui était à Techstars l'année dernière et qui a déjà ouvert ses bureaux à Boston et qui vend aux États-Unis. Mais pas du tout dans votre secteur. Pas du tout. Donc pas forcément connaissance du réseau des industriels américains, de la façon dont ça fonctionne, parce que même si vous êtes ici en rapport avec des filiales de ces grands groupes, là-bas ça doit fonctionner un peu différemment. Bien sûr. Donc pour ouvrir des locaux et pour monter l'équipe, on aura l'appui donc, de ce type de compétences qui sont au final transverses. Et c'est vrai que sur le côté médical, on a quelqu'un qui va nous aider, mais c'est encore secret. Donc je préfère ne pas m'avancer. Laisser un peu de suspense. Tu vois bien qu'il y avait quand même quelques infos non divulgables. Le secret de la licorne ou... Oui. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est quand on fait l'école centrale, ton associé a fait... l'ESSEC. L'ESSEC, voilà. Très souvent, jeune génération se disait aller travailler dans les grands groupes ou dans les banques. C'est une activité que tu as connue dans ton passé avant de fonder ton entreprise. Je recherche le nom. Fait d'image. Voilà, je cherchais Fait d'image, qui est d'ailleurs en lien avec l'impression 3D. Enfin, on fait de l'impression numérique grand format, donc c'est pas vraiment de la... c'est pas de la 3D, c'est pas de la 3D. C'est plutôt du numérique. Qu'est-ce qui amène à se dire à 25 ans, moi j'ai ma réponse, mais c'est la tienne qui m'intéresse, à se dire je vais pas rentrer dans un grand groupe, je vais pas rentrer dans une situation où on peut m'attendre, parce que les ingénieurs, et notamment centraliens, je pense que les entreprises les cherchent, à se dire je vais lancer une entreprise, je vais créer une entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial? Pas du tout. Alors, moi, je ne vais pas avoir la réponse. Peut-être que souvent les entrepreneurs, moi, je trouve que les grands groupes font beaucoup de très, très belles choses, notamment... partage. Surtout, en fait, quand on est ingénieur sur des domaines technologiques, c'est difficile de créer des choses. Typiquement, il faut des moyens. Je pense à EDF, je pense à Total, je pense à ces grandes entreprises françaises qui font des très, très belles choses. Et il faut une masse critique pour faire ces choses-là. Absolument. Donc, les grands groupes, moi, j'ai travaillé, en fait, 1 an chez EDF. Donc, j'ai adoré cette expérience, notamment au sein de l'équipe Open Innovation qui travaille avec des startups, donc j'ai adoré cette expérience. Moi, c'est plus, je pense que je suis fils, déjà, bon, ça va peut-être être cliché, mais je suis fils d'immigrés. Je pense que mon père était entrepreneur en venant en France. Pour moi, et mon père, entrepreneur aussi, il a monté 2 entreprises, donc ça m'a toujours titillé. Non, mon père. Ton père. Je croyais que tu disais 2 fois ton père, c'est pour ça. Du coup, je dis 2 fois mon père. D'accord. Et de façon générale, je pense que c'est une envie peut-être de la génération Y d'avoir plus d'impact. Et l'entrepreneuriat, mais même travailler dans une PME, une entreprise à échelle humaine, permet d'avoir plus d'impact, quoi. Et c'est peut-être sentir son impact et pouvoir se réaliser. Ouais. Absolument. Bénédicte. Non, c'est une très belle expérience. Je le sens très sûr de lui. Merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est convaincu, en tout cas. Et sûr de lui. Et sûr de lui, c'est bien. Oui, sûr de lui. Est-ce qu'il faut toujours être sûr de soi? Dans des moments entre nous, oui. Entre nous, oui, d'accord. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Biomodex aujourd'hui? L'enjeu, là, pour les prochains mois. L'enjeu pour les prochains mois, c'est que Biomodex garde son énergie et continue à travailler sérieusement
et que voilà, attire les meilleurs talents. Je pense que c'est très important. Le recrutement, le recrutement est clé aujourd'hui parce qu'on a aujourd'hui. besoin de garder ce bouillonnement d'énergie aujourd'hui et surtout que ça ne s'affaisse pas. Le recrutement est clé pour les entreprises. Ça fait 30 ans que je fais du recrutement dans ma vie professionnelle, donc je partage tout à fait ton point de vue. Nous étions sur We Do Biz, l'émission We Move J. Nous avions le plaisir avec Bénédicte, qui est la fondatrice de Fait d'Image, de pouvoir recevoir Siddharth Raju. D'ailleurs, ce nom Raju est également le nom d'une personne qui parle d'innovation frugale, Navi, absolument. Passé par la même école d'ailleurs. Ah ben, en plus, ouais, absolument. Il a fait Central Paris également. On va te souhaiter un plein succès pour toi, ton associé, de bons recrutements, une bonne vision sur Boston, parce que si j'ai bien compris, Biomodex est une entreprise qui est née totalement globale. Donc, on espère que cette entreprise pourra devenir la grande entreprise que tu souhaites, que notre pays également a besoin. Vous étiez sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. Je vous retrouve prochainement également avec Bénédicte. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.